Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors, merci de nous accorder cette interview, ce Citrep, le tout dernier jour de l'année 2016. Hein. Ouais. On est à quelques heures du passage à l'autre année, hein, l'année qui arrive. Et donc, tu as continué de bosser. Il y en a qui sont en vacances, mais toi, tu as continué Ah de non, non, bosser. nous on n'arrête pas, hein, on n'arrête pas. Je sais que là ces derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup d'articles parce qu'on a beaucoup bougé. Donc Ouais. la semaine précédente, on avait été pendant 4 jours avec ce groupe français. Donc l'article et la vidéo sont encore en cours de finalisation. On a passé la semaine-ci, de nouveau sur le terrain pour de nouveau des actions humanitaires, entre autres dans la région de Novoazovsk, mais aussi de Glubokaya et Zaïtsevo. Donc tout ça, ça prend du temps. Il faut le temps d'éditer tout le matériel. Il y en a beaucoup de choses à écrire, beaucoup de vidéos à éditer, des sous-titres à faire, et ça prend un peu de temps. Donc je m'en excuse, ça viendra tout début 2017. Tout début 2017, mais effectivement pour ce soir on ne s'arrête pas, on a encore du travail, donc on a le site rep et il y aura une autre vidéo qui sera sortie, je pense, le temps qu'on publie le site rep, une petite vidéo récapitulative avec un article bilan de cette année 2016, les 9 mois de l'année 2016 que j'ai passé ici dans le Donbass. Ouais, et aussi bien que humanitaire. Voilà. Et la guerre, je dirais, la guerre ne prend pas de vacances, donc quand on est sur la brèche, comme c'est ton cas, évidemment, les jours fériés, c'est des choses qui sont tout à fait théoriques. Hein, et quand on voit les statistiques, alors les statistiques hebdomadaires, tu les as pas, mais en tout cas, tu as les statistiques annuelles, et de ce point de vue, c'est absolument monstrueux. Et pour donner une petite idée, et tu vas nous donner les détails ensuite, décembre est 10 fois le bilan du mois de janvier 2016. Ouais, Voilà. 2016, je te laisse la parole. Donc effectivement, le commandant Bassourine et le commandant Marochko, donc de la RPD et de la RPL respectivement, ont fait donc des sites-rep annuels hier. Donc durant l'année écoulée, donc l'ensemble de l'année 2016, l'armée ukrainienne a violé 143 613 fois le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk, dont 78 223 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, donc plus de la moitié. Donc on parle bien sûr de tout ce qui est artillerie, mortier, chars d'assaut, lance-roquettes multiples. Au niveau des détails, il y a eu 246 tirs avec des lance-roquettes multiples, 9438 tirs avec de l'artillerie de 122 et 152 mm, 1550 tirs avec des chars d'assaut, 66 989 tirs avec des mortiers de 120 et 82 mm, 14 207 tirs avec des BMP et BTR, donc véhicules de combat d'infanterie, véhicules de transport de troupes blindées, et 51 183 tirs avec des armes légères, donc lance-grenades, lance-roquettes sympathiques. Ça fait un joli package, si je Voilà, puis dire, donc l'ensemble, donc tout ce qui est obus d'artillerie et de mortier ont représenté quand même un poids total de 2000 tonnes de ferraille qui nous est tombé sur la gueule. Oui, c'est très agréable. C'est très agréable. Et rien que pour le mois de décembre, on en était hier à 35 557 tirs, auxquels il faut rajouter les 123 qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui. Là, on a dépassé tous les records. Décembre a été le pire mois de l'année 2016. Donc malgré cette trêve de fin d'année qui est pas du tout respectée par l'armée ukrainienne. Oh ben dis donc, comme d'habitude. C'est bizarre. On s'y attendait pas du tout. Non, mais c'est vraiment lamentable. Là, franchement, on se retrouve avec des scores en termes de nombre de tirs. Enfin, 35 000 tirs, faut bien se rendre compte, c'est plus de 1000 tirs par jour en moyenne. On avait culminé à plus de 3000 tirs il y a une semaine ou deux. Bon, je veux dire, je crois qu'il n'y a rien de plus à rajouter, ça parle de lui-même.
Les tirs des dernières 24 heures ont principalement visé les localités de Zaïtsevo, donc nous nous sommes rendus avant-hier, Gorlovka, Kruteya Balka, Yasinovataya, Alexandrovka, Dokuchaevsk, Kominternovo, Dzerzhinsk, Sakhanka et le quartier de Trudovski du district de Petrovski à Donetsk. Donc, toujours les mêmes localités, voilà, c'est les points chauds. Sur l'ensemble de l'année, plus d'une centaine d'attaques visant à percer les lignes de la République populaire de Donetsk ont été enregistrées, la plupart durant le dernier trimestre. La dernière en date est celle de Kruteya Balka le 28 décembre, qui a fait 3 morts et 4 blessés parmi les soldats ukrainiens, lorsque ces derniers ont marché sur des mines. D'ailleurs, est-ce que c'est pas la junte de Kiev qui s'est fendue d'une accusation comme quoi les forces de la RPD auraient attaqué les troupes ukrainiennes? Oui. Sauf que leurs cadavres de soldats morts, on les retrouve près de nos positions. Oui. C'est un petit peu compliqué, hein. Il faudrait qu'ils nous expliquent comment on attaque sans avoir des morts de leur côté. Hein. Ouais. Enfin, mais comment on attaque avec des mines surtout? Oui, c'est une bonne question. Hein. Je sais pas, on les catapulte peut-être. On fait peut-être catapulte, et puis on les envoie. Je sais pas. Ouais. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, là, on est Kiev, au niveau rayon accusation débile, on va dire quoi. En République populaire de Lugansk, c'est plus d'une cinquantaine d'attaques qui ont été recensées sur l'ensemble de l'année. Là aussi, la plupart qui ont eu lieu durant le dernier trimestre. Alors, pour la République populaire de Donetsk, j'indique que je n'ai pas de statistiques du nombre de bombardements parce que la République populaire de Lugansk ne compte pas en termes de nombre de tirs, mais en termes de nombre de violations. Donc en sachant qu'au cours d'une violation, il peut y avoir un bon paquet de tirs. Ils en sont quand même à plus d'1 millier, 1300 et quelques pour l'ensemble de l'année, donc c'est sympathique aussi, quoi. Oui. Ils ont eu leur ils ont aussi eu leur dose d'obus qui leur sont tombés sur la tête. Donc comme je n'aime pas comparer les poires et les pommes, je n'ai pas donné effectivement les stats de la République populaire de Lugansk pour pas donner des impressions bizarres en termes de nombre complètement décalés. Ouais. Mais géographiquement, je veux dire, c'est plus logique que la RPD ramasse plus d'obus que la RPL, puisque... on avait dit que la RPL, effectivement, il y a une partie de la ligne de front qui passe, en fait, ce qui est sur la rivière, donc les 2 tiers à peu près de la ligne de front, en République populaire de Lugansk, est en fait une rivière, donc une limite naturelle. Donc ça empêche un petit peu. Hein. Des bombardements qui, donc cette année, petit rappel, ont fait donc 315 morts en RPD, puisqu'on a eu un soldat qui est mort cette semaine, dont 3 enfants, et 406 blessés, dont 16 enfants et 83 femmes. Ces bombardements ont aussi endommagé ou détruit 821 habitations et infrastructures depuis le 1er janvier en République populaire de Donetsk et 30 en République populaire de Lugansk. On a eu une maison qui a été abîmée dans les dernières 24 heures, d'où le 821. Côté ukrainien, si l'état-major des forces armées ukrainiennes admet 214 soldats morts et 1324 blessés en 2016, bon, en vrai, on sait bien qu'ils bidonnent leurs chiffres vers le bas. Bah oui. Violemment. D'après les données dont dispose la République populaire de Donetsk, les chiffres réels seraient plutôt de l'ordre de 600 morts et plus de 2000 blessés. Oui, ça c'est un bilan qui est un petit peu difficile à faire passer auprès de la population, qui a déjà du mal à comprendre maintenant, parce qu'ils ont à peu près tous compris qu'il s'agissait en aucune manière d'une action antiterroriste. Hein. Donc, voilà, ni d'une invasion russe, hein, sauf à être complètement intoxiqué à la vodka frelatée. Mais bon, c'est vrai que là, ça commence à devenir compliqué pour Poroshenko et sa clique. Niveau drone, en République populaire de Lugansk, les forces armées ukrainiennes en ont perdu quand même 15 cette année. Donc, je sais pas combien on ça fait coûte. Du tir au pigeon. Donc, justement, si on parle de l'armée ukrainienne, du fait des désertions massives et du manque de morale des troupes régulières, l'armée ukrainienne a de plus en plus recours cette année aux mercenaires et aux bataillons spéciaux. D'ailleurs, dans un contexte de crise politique et économique sérieuse, Poroshenko a adopté une résolution visant à verser aux soldats de la garde nationale un bonus de fin d'année de 15 000 à 19 000 grivnia, espérant ainsi obtenir le soutien de la garde nationale en cas d'aggravation de la crise politique et de tentative de coup d'état militaire de la part de Savchenko. Donc, ils ont l'air quand même de se faire un peu dans le froc à Kiev. Ils ne sont pas très rassurés. Pour rappel, les soldats des forces armées ukrainiennes qui obéissent aux ordres criminels du gouvernement ukrainien reçoivent 7 000 grivnia par mois. Donc, on peut apprécier
montant du bonus qui est donné à la garde nationale. Oui. Et puis ceux-là, de toute façon, ils sont trahis à la première occasion par le commandement. Hein. Ils s'en cachent même pas, d'ailleurs. Il y a eu une déclaration de Turchinov, hein, donc le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, qui a déclaré qu'ils étaient prêts à lancer une offensive tout le long de la ligne de front, même au prix de pertes allant jusqu'à 1000 hommes par jour. Bah, écoute, 1000 par jour. Si c'est comme ça qu'ils pensent avoir la motivation des hommes qui l'envoient à la mort, je pense qu'il se berce d'illusions, ce garçon-là. Hein. Je pense qu'il faut qu'il change de chargé de communication. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Mais ça en dit long, hein, sur la façon dont le gouvernement ukrainien voit ses soldats. Hein. C'est de la chair à canon. Hein. Voilà. Bah, déjà les opérations, l'avant-dernière opération d'attaque contre les lignes de la RPD, les pertes étaient telles, compte tenu du résultat obtenu qui était assez minable hein, quand même. Hein. Qui était plus que minable, oui. Voilà. Ce qu'ils ont vanté comme des victoires, c'est le fait d'occuper des villages de la zone grise qui sont démilitarisés. Ouais. Donc, oui, ils sont très 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 forts, ouais. C'est très fort. Ouais. Ça s'appelle une victoire militaire. Bon, je pense qu'on ne doit pas avoir la même définition. Je suis même pas sûr que ça fasse encore illusion côté des soldats ukrainiens qui sont sur le front. Hein. Je pense pas, hein, ils ont signalé encore de nouvelles désertions, il y en a de plus en plus. Voilà, et de plus en plus qui désertent avec leurs armes, voire avec leurs véhicules, hein, comme ce gars là qui avait franchi en République populaire de Lugansk la ligne de front avec son c'était quoi, c'était un BMP ou un BTR, un BMP je crois. Ah oui. Les mecs qui se rendent bien compte quand même qu'on les envoie à une mort certaine, qu'on les prend pour de la chair à canon, ils sont maltraités, enfin vraiment c'est n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'ils vont, la junte va bientôt être obligée de n'utiliser que des mercenaires ou des types... ou des nazis, voilà. Des bataillons spéciaux. Enfin bon, les mercenaires sont là pour le pognon, donc dès qu'ils vont commencer à avoir quelques morts, ils vont s'enfuir en courant comme d'habitude. Mais il y a eu quand même de sévères raclées hein, de leur côté, il me semble, depuis le temps. Oui. Il y avait eu des mercenaires géorgiens, là, il y avait eu 10 ou 15 morts, un truc comme ça, lors d'une attaque. Ah ouais. S'il y en a qui sont prêts à risquer leur vie pour du pognon, tant mieux pour eux. Hein. Ça leur fera une jolie jambe une fois qu'ils seront entre quatre planches. Oui. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Ils ont fait aussi en RPD comme en RPL un bilan des forces ukrainiennes en présence que les services de renseignement des deux républiques ont recensé. En République populaire de Donetsk, donc se trouve sur la ligne de front côté ukrainien 32 438 soldats, 213 chars d'assaut, 351 canons d'artillerie de 152 et 122 mm, 198 mortiers de 82 et 120 mm, 84 lance-roquettes multiples et 1154 véhicules de combat blindés, donc BTR et BMP. En République populaire de Lugansk, ils ont face à eux 19 464 soldats ukrainiens, 186 chars d'assaut, 235 canons d'artillerie de 152 et 122 mm, 100 mortiers de 82 et 120 mm, 80 lance-roquettes multiples et 621 véhicules de combat blindés. Voilà, donc il y a du monde quand même en face. Hein. Ouais. Si on regarde tout l'aspect situation politique, accord de Minsk, l'Ukraine a rendu à la RPD et la RPL 15 prisonniers, dont plusieurs sans papier, hein. Ouais. Passeport, carte d'identité, tout a disparu. Parmi eux, 6 femmes et une jeune fille. L'échange a d'ailleurs été utilisé médiatiquement par l'Ukraine, qui avait fait venir là des femmes de prisonniers ukrainiens retenus en République populaire de Donetsk afin de mettre la pression sur les autorités de la RPD pour les libérer, alors que c'est l'Ukraine qui traîne des pieds pour finaliser l'accord d'échange au format tous contre tous. Une énième provocation. À Moscou, la cour Dorogo-Milovski a reconnu les événements de 2014 en Ukraine comme étant un coup d'État. Donc ça fout quand même un gros coup médiatiquement quand même à l'Ukraine. Verdict qui fait suite à la plainte d'un ancien député de la Rada, Vladimir Olenik. La Cour russe a rendu un jugement sur ces faits qui ont pourtant eu lieu en Ukraine à cause de la longue relation privilégiée qu'ont eu les deux pays et à cause du lien particulier qui unit les deux peuples russes et ukrainiens. Donc je pense qu'on n'a pas fini au niveau décision de justice russe concernant ce qui se passe ici pour l'année 2017. Ouais, ça ne fait que commencer, hein, je pense. Ça fait que commencer.
Donc dans sa dernière ligne directe avec les citoyens et journalistes de la République populaire de Donetsk, Alexandre Zakharchenko a parlé justement de l'évolution des accords de Minsk et du futur de la République populaire de Donetsk. Donc je vais le citer in extenso parce que je trouve que ce qu'il a dit est quand même très intéressant. Donc, il a déclaré « Le futur de notre République n'est pas inscrit dans le protocole de Minsk. Au départ, Minsk était nécessaire pour arrêter le bain de sang. Je le répète, nous n'avions pas envahi l'Ukraine. Aucun de nos obus n'est tombé sur Kiev. Aucun enfant de Lvov n'est mort. Aucune personne âgée n'est morte de faim à Zaporozhye ou Kherson. Tout ceci a eu lieu sur notre territoire. Nos enfants mouraient, nos maisons étaient détruites, nos personnes âgées et handicapées gelaient et mouraient de faim et de froid. Et pour nous, l'objectif prioritaire était de forcer, pas tant Kiev, mais l'Europe et l'Amérique, à réaliser que nous sommes des êtres humains et que nous avons des droits. Nous avons donc signé Minsk, nous avons essayé ainsi d'arrêter le bain de sang et d'amener le processus de négociation dans une autre direction. Et maintenant, souvenons-nous qu'en 2014, nous avons organisé un référendum. Et vous savez tous parfaitement quelles questions ont été soumises au vote lors de ce référendum. Le référendum a eu lieu sur l'ensemble du territoire de la République populaire de Donetsk, qui se trouve sur la totalité du territoire de l'ancienne oblast de Donetsk en Ukraine. Et si l'espoir de voir Minsk évoluer vers une autre phase se réalise, nous envisagerons la reconnaissance des résultats du référendum sur la totalité du territoire de la République populaire de Donetsk, c'est-à-dire Mariupol, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Krasnomaïersk, Selidovo, etc. Et l'objectif principal de Minsk est d'amener à ces négociations le futur des accords de Minsk et le retour de l'intégrité territoriale de la RPD, de faire en sorte que les punisseurs ukrainiens quittent nos villes, nos terres et nous laissent l'opportunité de concrétiser les résultats du référendum. La question de savoir s'ils partiront de manière pacifique ou si nous devrons les jeter dehors, la deuxième partie des négociations nous le dira. Nous ne considérons pas ce territoire comme un territoire lointain. Il est temporairement, le mot-clé est temporairement, occupé par l'ennemi. Pendant la Grande Guerre patriotique, nous avons tout repris, mais pas en une fois. Nous avons atteint les frontières de l'URSS au prix d'efforts et de pertes énormes. Mais nous y sommes parvenus. Et je voudrais rappeler aux autorités ukrainiennes qu'à la fin, le résultat a été que Berlin a été prise. Ils ne le comprennent pas. Mais s'ils ne veulent pas le comprendre, nous sommes bien sûr des gens pacifiques. Mais nous avons un train blindé sur la voie de secours. Donc là, c'est une citation, les paroles d'une chanson qui s'appelle « Nous sommes sûrs du succès ». Par conséquent, je vais le répéter une fois de plus. Le référendum a eu lieu dans toutes les villes et villages de l'ancienne oblast de Donetsk. Et si toutes nos tentatives pour retrouver pacifiquement nos frontières ne sont pas couronnées de succès, alors nous les reprendrons comme il nous convient, et ce sera mauvais pour l'Ukraine. Ah oui, fin de citation. Bah oui, forcément. Voilà. Ça fait un gros morceau quand même, du point de vue du PIB, je veux dire, les deux oblasts compte énormément dans l'économie ukrainienne. Bien sûr, comptait en tout cas. Voilà. Jusqu'en 2014. C'est pour ça que l'Ukraine est d'ailleurs en si mauvaise posture, en plus des sanctions, des contre-sanctions, de la coupure du marché russe, etc. Bah oui. Voilà, ce sont des oblasts, des régions qui pesaient très très lourdement dans l'économie ukrainienne. Là, je vais revenir un peu sur des points un peu divers. Donc, je vais donner déjà quelques points du bilan annuel que je vais faire donc sous forme d'articles et de vidéos. Oui. Donc, pour information, pour l'ensemble de l'année 2016, j'ai reçu au total 189 246 roubles d'aide humanitaire, dont 163 033 ont d'ores et déjà été dépensés. Donc dans différents projets, comme le toit de cette maman Oksana à Trudovski, le toit de Sacha Alexandra à Glubokaya. On a remplacé aussi une fenêtre chez elle, plusieurs fenêtres chez une autre famille de Glubokaya dont l'enfant est aveugle. On a aussi remplacé les fenêtres de cette babouchka, cette grand-mère de Kuibishevski, que nous avions interviewée juste après cette nuit de bombardement terrible sur son quartier. Donc cette babouchka avait eu toutes ses fenêtres complètement soufflées par l'obus qui était tombé dans son jardin, le fameux trou d'obus que l'OSCE avait qualifié de trou d'obus de mortier. Donc on lui a remplacé toutes ses fenêtres. Donc on lui a offert ça comme cadeau de nouvelle année, pour qu'elle passe pas le nouvel an dans une maison sans fenêtre. Voilà. Donc il reste 26 213 roubles qui restent, qui seront
des dons qui sont arrivés tout à la fin du mois de décembre, donc je n'ai pas encore récupéré totalement, et qui seront alloués à des projets humanitaires tout début 2017. On a déjà des projets sur les rails, avec nos amis entre autres de Vmiestier et de Vostok France. On a d'ailleurs, donc en plus de la première action de distribution des cadeaux pour les enfants à Zaïtsevo, on a refait une distribution de paquets cadeaux donc dans la région de Novoazovsk et à Glubokaya en partenariat avec Vostok France. Donc les dernières actions humanitaires ont eu lieu il y a à peine quelques jours. Donc comme je l'ai dit en début de Citrep, les reportages sont encore en cours d'édition et seront publiés dans les tout premiers jours de 2017. Voilà, le temps pour moi de prendre quand même un petit peu de repos. Ben oui, bien sûr. Bah, tu bosses alors qu'il y en a qui sont déjà en train de manger en train de festoyer, voilà. Voilà. Bilan, on va dire, plus reportage, etc. Donc depuis que je suis ici dans le Donbass, donc je n'ai pas compté les traductions que j'ai pu faire entre octobre et fin mars avant de venir ici. J'ai fait 205 articles, traductions ou reportages purement vidéo. Je suis allée à 52 reprises dans des zones du front, c'est-à-dire des villes et villages qui sont bombardés tous les jours ou qui sont très proches des positions de l'armée, de la RPD ou de la RPL. Et j'ai été 15 fois sur position de l'armée, c'est-à-dire deuxième ou première ligne de défense. D'accord. J'ai aussi participé à 18 actions humanitaires, soit avec Vmiestier, soit avec Vostok France, soit quelques-unes seules, grâce aux donateurs français. Voilà, donc, tu as été copieusement occupé ces derniers temps. Hein, avec tout ça, on a crapahuté un peu partout, c'est assez épuisant. Et bon, ça a laissé peu de temps, bien entendu, pour travailler les différentes vidéos. Mais ça a fait des heureux quand même. Hein. Ça a fait des heureux et ça a rassuré, ça a réchauffé les cœurs et c'était nécessaire. L'information serait très importante pour l'extérieur, mais effectivement, il faut remercier tous les donateurs qui ont été très très généreux cette année, donc qui ont envoyé des dons pour de l'aide humanitaire. Bon, je n'ai pas mentionné ici ce qui a été envoyé pour me soutenir personnellement, mais donc merci à tous ceux qui ont envoyé de l'aide, soit pour les enfants, soit pour l'aide humanitaire en général, soit pour soutenir mon travail et me permettre de continuer. Important, merci à vous tous et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à tous travailler ensemble en 2017. Voilà. En parlant d'humanitaire, pour cette fin d'année, la Russie a envoyé à Donetsk 18 camions contenant du matériel pour réparer les lignes électriques pour un total de plusieurs centaines de tonnes de matériel, dont des sous-stations électriques. C'est une des cibles préférées de l'armée ukrainienne. Curieusement, c'est effarant parce que... si tu me permets la parenthèse, mais c'est effarant de constater à quel point il y a des éléments communs récurrents entre le comportement de l'armée ukrainienne comparé à celle des terroristes en Syrie. C'est effarant de constater, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. C'est la signature du sponsor. Il y en avait qui avaient encore des questions à se poser là-dessus. Je crois qu'ils en ont plus beaucoup à se poser. Niveau économie, donc Alexandre Zakharchenko a fait aussi un point sur l'évolution de l'économie de la République populaire de Donetsk en 2016. Donc il faut savoir que tout au long de l'année 2016, la RPD a réouvert en tout 24 sites industriels. 24, c'est énorme. Ça commence à faire. Dont 3 dans le domaine de la métallurgie, 6 sociétés d'ingénierie, 5 dans le domaine de la chimie, 1 usine pharmaceutique, 6 dans le domaine agroalimentaire et 3 usines de matériaux de construction. Et de manière générale, en 2016, l'économie de la RPD a grimpé de 52% par rapport à 2015. Voilà. C'est enthousiasmant. Pour une petite république à peine née... qui doit tout refaire, hein, parce que... Il doit tout refaire, donc, on voit vraiment qu'ils ont mis les bouchées doubles cette année, parce que 2015, il n'y avait plus rien il y avait vraiment tout un paquet d'industries qui avaient totalement fermé, etc. Donc 2015, c'était vraiment l'année du plus bas, c'était l'année où l'économie de la République populaire de Donetsk avait vraiment plongé au plus bas. Donc 2016, c'est vraiment, non seulement on a stabilisé la situation, mais on a réamélioré la situation. Donc là... On réouvre, c'est ce que j'avais dit, dans plusieurs sites REP
pour démonter toute la propagande qui est faite autour de la situation économique de la République populaire de Donetsk. Voilà, donc en 2015, effectivement, la situation était vraiment catastrophique, mais là, 2016, on a non seulement stabilisé, mais on est en train de remettre sur pied toute l'économie de la RPD, donc ça va continuer en 2017, on va continuer sur cette lancée-là. D'accord. Et on va remettre d'aplomb l'économie de la RPD. En Ukraine, par contre, l'évolution de la situation est tout autre. Il faut savoir qu'un projet de loi visant à protéger la langue russe et les autres langues de minorités ethniques a été soumis à la Rada par un député du bloc d'opposition, Yevgeny Balitsky. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore été voté, mais ça promet des débats quand même assez musclés à la Rada et sûrement un lot de problèmes et de menaces à venir pour le courageux député. Donc, je souhaite bonne chance. Parce qu'à mon avis, c'est presque suicidaire, hein, parce que là, il y a une telle quantité de néo-nazis maintenant à la Rada que ils vont lui tomber dessus bras raccourcis, hein, c'est clair. Voilà. Donc, bon, ça fait partie de ces courageux comme Evgeny Mouraïev qui tente quand même le tout pour le tout. L'Ukraine qui se vautre de plus en plus dans l'ignominie la plus totale, puisque donc suite au crash du Tupolev C-54, donc près du consulat russe qui se situe à Odessa, il y avait eu des gens qui avaient déposé des fleurs, des bougies, etc. Et les extrémistes de Pravi Sector n'ont rien trouvé de mieux que bien entendu de profaner la mémoire des victimes en ramassant tout ça et en jetant tout à la poubelle. C'est immonde, c'est immonde. Il y a des choses sur lesquelles, je veux dire, on peut être contre une ethnie ou un truc comme ça, mais les gens qui sont morts, c'est l'inhumanité totale. Donc ils ont même arraché les pancartes où il y avait des mots de condoléances et ils les ont remplacés par des écriteaux avec des insultes à l'encontre des Russes. La garde nationale a regardé ça sans broncher, bien entendu. La police n'a même pas essayé d'arrêter les vandales. Voilà. Et donc ça a fait suite à bien sûr toute une série de déclarations plus odieuses les unes que les autres, faites par les officiels ukrainiens à propos des Russes qui sont morts dans la catastrophe aérienne. Une des déclarations qui a entraîné d'ailleurs une réponse assez cinglante et très juste de Maria Zakharova. C'est bizarre, on a eu le même... Excuse-moi, oui, c'est bizarre parce qu'on a eu la même... le même comportement de la part d'un célèbre journal satirique français. Oui, alors Charlie Hebdo, j'ai vu les couvertures, les dessins qui ont été faits. C'est vraiment ignoble. Enfin, franchement... On a du mal à croire qu'on ait pu descendre aussi massivement dans la rue le 11 janvier 2015. Pour soutenir ce journal, pour voir un torchon d'ignominie pareil. Là, c'est sordide, c'est vraiment sordide. Ouais. Ces gens-là ne méritent que le mépris, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que ça m'inspire. À l'époque, j'ai refusé les trucs « Je suis Charlie » et très sincèrement, je regrette pas parce que quand je vois ce qu'ils font... Oh, c'était je veux dire, la manifestation qui a eu lieu était organisée, hein, donc oui, c'était même extrêmement dangereux puisque, c'est un des éléments qui fait penser que les gouvernants sont pas totalement innocents dans l'organisation des attentats, parce que comment un chef de l'État ou ses sbires peuvent se dépêcher d'aller sur place sur un lieu d'attentat, sachant qu'on n'a pas arrêté le criminel, on ne sait pas qui sont les complices, est-ce qu'ils vont recommencer au même endroit, etc. Il n'y a que celui qui est informé de ce qui s'est passé réellement qui peut se permettre ce genre de trucs. Hein. Et puis d'organiser une manifestation monstre en exposant des centaines de milliers de citoyens à d'autres attentats. Donc, parce que là c'est l'idéal. Là. Ils étaient en cortège, il suffisait qu'une voiture, une voiture piégée, il aurait fait un carnage le type. Hein. Donc, ça pue à tous les niveaux à ce niveau-là. C'est clair. Et bon, l'attitude de l'Ukraine, on a dit ce qu'on en pensait. Oui. Après ça, l'Ukraine se demande pourquoi certains pays européens ne veulent pas une levée des visas pour les Ukrainiens. Donc au lieu de se dire qu'ils sont peut-être la cause même de ce blocage, ben non. Dans sa rhétorique habituelle, Kiev préfère toujours accuser les autres. Bon, là c'était un peu dur d'accuser la Russie, donc en fait ils ont préféré accuser la France. Donc Kiev a accusé la France d'avoir un blocage psychologique vis-à-vis de cette libéralisation du régime des visas. Bon, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Ils se mordent les mollets les uns les autres entre copains là. Hein.
C'est pathétique. Bah, ouais. Et en Ukraine, la guerre est pas prête de s'arrêter, hein, vu qu'elle bénéficie à certains comme Poroshenko, hein, comme l'avait dénoncé ce député réfugié à Londres. Il semble que le gouvernement ukrainien est sur le point d'accorder un droit d'import-export à l'usine d'armement Leninskaya Kuznitsa, donc la forge de Lénine, qui appartient au président ukrainien, et ce jusqu'au 1er juin 2018. Bon, déjà le nom de l'usine prête quand même à sourire, hein, quand on voit l'hystérie anticommuniste à l'œuvre en Ukraine actuellement. Ah bah plutôt. Oui. Voilà, donc c'est une usine qui produit entre autres les patrouilleurs lance-missiles Gurza M et les corvettes du projet 1124M. Donc ça produit des navires, des navires de guerre. Mm-hmm. Voilà, hein, donc après on se demande pourquoi la guerre se poursuit, parce qu'il y en a qui font du pognon dessus, hein, bah, oui. voilà. Mm-hmm. War is business. C'est ça. Et pendant ce temps-là, à Kiev, il n'y a pas qu'El Arada qu'on se tape dessus, hein. Aux soirées organisées par Poroshenko aussi, ça vire au pugilat. Il y a eu 2 bagarres qui ont eu lieu lors d'une soirée de fin d'année organisée par la fraction Bloc donc de Piotr Poroshenko le 22 décembre dans un club de sport appartenant au président ukrainien. Le scandale a commencé après une intervention du chef de l'État et du procureur général, Yuri Lutsenko. Lors de la première bagarre, le parlementaire Borislav Rosenblatt a été blessé. La seconde a eu lieu dans le fumoir, a été, semble-t-il, assez bruyante et accompagnée de renversements de poubelles. Bon, les parlementaires sont sortis par la sortie de service pour pas être vus par les photographes. Hein. Oui. Et donc dans son discours qui semble avoir provoqué le scandale, Poroshenko a dressé le bilan de l'année. Donc c'est ça qui semble avoir mis le feu aux poudres. Ouais. Même les parlementaires qui sont du parti de Poroshenko ont jugé que leur président était déconnecté de la réalité, je cite. Voilà. Donc il n'y a pas que chez nous hein, qu'on a un président qui a l'air de planer dans la haute stratosphère. Donc en Ukraine aussi. Bah, ça sent la fin de règne, hein, c'est tout. Hein, maintenant les gens se rendent compte que, ils étaient tous d'accord au début, se donner la main dans cette espèce d'entreprise, cette espèce d'imposture de gouvernement, et maintenant que ça va pas bien, parce qu'ils ont toujours pas repris le Donbass et que l'économie s'effondre, ben maintenant il faut que les gens trouvent des coupables, hein, forcément pas eux, hein, puisque... Ben non, hein, c'est jamais, c'est toujours les autres. Voilà. Donc je pense que pour Poroshenko, les jours sont comptés. Donc là jusqu'au 20 janvier, à l'intronisation de Trump, ça va être la période, je pense, de tous les dangers. Hein, quand on voit comment le cessez-le-feu n'est pas respecté ici pour le nouvel an, je pense que tout début janvier, ça risque de repartir... très très vite. Oui, parce que et on le voit la réaction du sponsor, hein, c'est-à-dire Washington. Qui a viré 35 diplomates. Exactement. Plus, voilà. C'est vraiment c'est la mesure qu'un pays prend en général. Ça doit être une des toutes dernières mesures avant la déclaration de guerre en général. C'est ça. Généralement, quand on vire les diplomates, généralement c'est mauvais signe. Hein. Voilà. Donc ça pue clairement. Donc on sent vraiment la panique, hein, parce que maintenant qu'Alep a été libéré, que tous les mensonges sont dévoilés. J'ai vu d'ailleurs des articles assez pathétiques de certains médias français qui titraient des atrocités commises par les forces pro-gouvernementales, sauf que dans l'article, la personne citée te dit que c'est les rebelles, ils s'en mêlent complètement les tartines, ça devient n'importe quoi. C'est très bien, hein, parce qu'ils se mettent une balle dans le pied. Nous, on a eu extrêmement du mal à essayer de démontrer la réalité sur le terrain depuis 5 ans. Hein. Ouais. Depuis que j'ai commencé à diffuser de l'information sur mon propre mur perso, quasiment le lendemain ou le mois ou les mois qui ont succédé à l'étincelle d'origine, hein, je veux dire, les premières manifestations. Donc là, c'est clair qu'ils se retrouvent vraiment dans la panade. Leurs mensonges sont complètement dévoilés. Donc là, ils sont en mode réaction, poule décapitée qui court en rond. C'est ça. Ça devient vraiment pathétique, et je pense que c'est là où ça devient dangereux, hein, parce que ils sont prêts à tout pour couvrir leurs mensonges, y compris à déclencher une guerre. Donc là, faut vraiment surveiller la situation. On sent que la panique est en train de grimper, et on va voir jusqu'où ça mène. Est-ce que
la Russie et les deux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk donc vont réussir à, on va dire, à résister à toutes les provocations et les tentatives de mettre le feu aux poudres d'ici l'intronisation de Trump et même peut-être après, hein, parce que je pense que le temps qu'il fasse un peu le ménage dans toutes les administrations, il y aura encore quand même des risques. Mais donc voilà, situation à suivre, mais je pense qu'en 2017, ça risque quand même de bouger fortement quand on voit les scores en termes de bombardement là, de la fin d'année. Ça va tanguer, ouais. Ça va tanguer, quoi. Le sentiment, c'est qu'ils peuvent très bien déclencher une offensive qu'on a cru voir arriver il y a quelques semaines, hein, quelques jours. Une offensive avant que l'hiver soit terminé, parce que de toute façon... où ils en sont, ils n'auront plus le choix de toute façon. Donc voilà, donc je souhaite quand même à tous nos auditeurs, tous ceux qui regarderont ou écouteront cette vidéo, une bonne année 2017. Malgré tout. Voilà, je tiens quand même à souhaiter bonne santé, prospérité et la paix à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent. Voilà, la paix qu'on espère arriver à retrouver ici dans le Donbass assez vite, après 2 ans et demi de guerre. C'est usant. Donc, j'espère que en Europe, ceux qui nous écoutent ou nous regardent auront la chance de garder un ciel pacifique au-dessus de leur tête. Voilà. Pour pas que l'incendie en Ukraine et donc se répand en Europe. Ça, c'est clairement ma crainte. Donc, j'espère qu'en 2017, les cieux resteront cléments pour tout le monde. Bien, Christelle, eh ben, écoute, merci de cette interview, puisqu'on est quand même le 31 décembre, hein, et que tout à l'heure, tu vas certainement faire le réveillon. Hein. Il y en a en ce moment, en tout cas, qui ont déjà commencé à prendre l'apéritif, alors que tu as travaillé toute la journée pour nous donner toutes ces informations-là. Donc, merci de ta sollicitude, merci de ton travail, donc, et à très bientôt, donc la semaine prochaine. Hein. Oui, à la semaine prochaine, donc tout début janvier, le premier site web de l'année. Et en attendant, bon réveillon. Et moi, je souhaite la bonne année un peu en avance. Voilà. Merci. D'accord. Je te souhaiterai la bonne année dans un petit message le premier jour de l'année, c'est-à-dire demain. Voilà. Pas de soucis, Tom. Merci bien. Ciao. Au revoir.